Jean-Louis Olivert a été élu le 6 juin 2014 membre titulaire de notre compagnie au siège de Jacques Barrat, disparu le 6 août 2013. J'ai fait la connaissance de Jean-Louis Olivert il y a une quinzaine d'années, lorsque le professeur Jean Dossé, prix Nobel de médecine, m'a appelé auprès de lui pour lui succéder en qualité de président de l'Académie de l'eau qui l'avait créée en 1996. Pendant 12 ans, j'ai été ainsi amené à travailler en étroite collaboration avec Jean-Louis Olivert, qui était et qui est toujours secrétaire général de l'Académie de l'eau. Modeste académie par rapport à la nôtre, certes, mais que vous allez, monsieur le secrétaire perpétuel, découvrir de plus près prochainement, qui est aujourd'hui précédé quand même par un ancien ministre. Ça fait 9 fois que je cède une place à un ancien ministre, à la Croix-Rouge, Jean-François Météi, et à l'Académie de l'eau, Serge Lepelletier. Jean-Louis Olivert est né, donc, lui, le 1er janvier 1941. C'est un jeune septuagénaire à Flamicourt, une commune rurale, franchement picarde, située à côté de Péronne, une triste ville, célèbre par l'incarcération de Louis XI dans son château féodal, devenu aujourd'hui un historial à la mémoire de la sinistre Première Guerre mondiale, ce qui n'est pas beaucoup plus réjouissant pour les habitants de Péronne. Mais il y a des signes qui ne trompent pas, qui sont des signes prédictifs. Jean-Louis Olivert, un peu comme Moïse, est né dans une maisonnette au bord de l'eau, déjà, sur les rives des étangs de la Somme, la maison familiale ayant été confisquée par les Allemands au cours de la Première Guerre mondiale. Sa mère, elle, descendait d'une vieille famille de juristes et très bourgeoise, picarde, de longue date. On est très loin des buts et des démarches de l'Académie des sciences d'outre-mer, mais nous allons progressivement y venir. Cette mère va jouer un rôle très important, d'autant que le grand-père, lui, Gontran Gonnet, avait d'ailleurs été élu à plusieurs reprises sénateur de la Somme. Mais à l'inverse, son père, Urbain Olivert, retenez bien ces noms, ces prénoms qui ont un peu disparu, était lui issu d'une modeste famille de paysans catalans au pied du mont Canigou. Donc je vous engage à faire l'ascension, mais plutôt par beau temps, parce que par mauvais temps, c'est de mauvais souvenirs. Eh bien, Urbain Olivert avait pu accomplir de remarquables études scientifiques en tant que boursier en qualité de pupille de la nation. École polytechnique, École nationale des ponts et chaussées, École supérieure d'électricité et institut d'urbanisme, et il est nommé jeune ingénieur des ponts et chaussées dans l'arrondissement de Péronne. On ne bouge vraiment pas beaucoup chez les Olivert, où il se marie, il a 5 enfants, puis il est ingénieur en chef des ponts et chaussées du département de la Somme, jusqu'à la fin de sa vie, de 1950 à 1965, il meurt prématurément à cette date. Mais c'est à cette époque que son fils aîné, Jean-Louis, effectue de brillantes études secondaires au lycée de Péronne, où, en 1957, il est même lauréat du concours général de version grecque, sa matière préférée, avec une vocation littéraire. Il y a un peu de perversité chez ce candidat. Mais son père, qui en a décidé autrement, intéresse Jean-Louis, encore jeune et qui est influençable, aux importants travaux de reconstruction en cours durant les années 50 dans le département très sinistré de la Somme et au début de l'aménagement de la somptueuse baie de Somme, année, hélas, de son décès prématuré, 1965. La vocation littéraire de Jean-Louis
laisse alors place aux matières scientifiques. Son père, contre sa mère. Mathélème, Mathsup, Mathspé, au lycée Louis-le-Grand, puis au lycée Saint-Louis, et il est reçu à l'école polytechnique, d'où il sort comme papa, dans le corps des ponts et chaussées. Mais le père disparu, la mère reprend de l'influence et pousse Jean-Louis à faire du droit. Et à l'école des ponts et chaussées, il choisit les options urbanisme et droit administratif, notamment le contentieux des marchés de travaux publics. Ce qui l'amène à fréquenter régulièrement le Conseil d'État, où il ne se perd pas complètement, avec des professeurs éminents comme Maxime Le Tourneur et le président Nicolai. En octobre 1965, il est affecté en premier poste à la direction de l'aménagement foncier et de l'urbanisme du ministère de la Construction, lequel fusionne dès le 1er janvier 1966 avec celui des Travaux publics pour devenir le ministère de l'Équipement dirigé par Edgar Pisani, qui séduit Jean-Louis Olivert, qui continue à travailler à ses côtés, à la loi d'orientation foncière et urbaine, votée en décembre 1967. Puis le terrain l'attire et il est nommé à Versailles à l'important service des ponts et chaussées de ce département démentiel qu'était la Seine-et-Oise, avant son démembrement. Je passe sur certaines périodes de sa vie. Il se marie accessoirement entre-temps. Il est père de 2 enfants, dont je pense que Christophe et Florence sont présents dans la salle et que je salue tout particulièrement, ainsi que la sœur présente de Jean-Louis. Simultanément, Jean-Louis a aussi été conseiller du secrétaire d'État au commerce pour des questions d'urbanisme commercial et également maître de conférence à l'atelier d'urbanisme de l'école des ponts et chaussées. C'était, et je peux vous le garantir, toujours, et monsieur le secrétaire perpétuel, vous allez le vérifier, un travailleur infatigable à qui vous pouvez tout demander et qui remplira toujours les services que vous souhaitez obtenir de sa personne. La première crise de pétrole de 1973 amène ensuite Jean-Louis Olivert à s'impliquer à l'international. Enfin, il découvre l'international. Il entre furtivement au Quai d'Orsay, dirigé alors par un ministre que ceux qui l'ont connu ne l'ont pas oublié, c'est Michel Jobert. Il est au sein de la direction des affaires économiques et financières. Il travaille au recyclage des pétrodollars en France dans le domaine des investissements immobiliers, notamment dans le nouveau quartier d'affaires de la Défense en plein aménagement. C'est haut, mais c'est pas très large. C'est pas encore vraiment de l'international. En 1975, Jean-Louis, qui a le goût du service public, est aussi intéressé par l'efficacité et le dynamisme du secteur privé. C'est pourquoi, le 1er janvier 1975, il intègre la SOR, Société d'aménagement urbain et rural, en qualité de conseiller du président. Faites attention, parce qu'il prend du poids, de directeur du développement et enfin de directeur général adjoint. C'est là qu'entre 1975 et 1980, il découvre l'eau, l'Afrique et la gestion des entreprises. Sous son impulsion, la SOR se transforme et développe ses activités de distributeur d'eau dans les campagnes françaises et dans de nombreux pays africains à partir de la Côte d'Ivoire, où il crée un centre de formation au métier de l'eau ainsi que l'Union africaine des distributeurs d'eau, devenue aujourd'hui l'Association africaine de l'eau. Cette riche expérience ultramarine attire l'attention d'Yvan Chéré et de François Valiron, 2 éminentes personnalités du monde de l'eau, tous 2 formés en Afrique, le premier au Sénégal, le second en Tunisie, qui en 1979 ont créé le Centre de formation internationale à la gestion des ressources de l'eau, à la suite de la célèbre conférence internationale de Mar del Plata en 1977. Jean-Louis Olivert quitte alors la SOR et, en cours de rachat par le groupe Bouygues, et met au pied
met sur pied les premiers cours d'un organisme associé à la Fondation de l'eau de Limoges. 1980-1987, le succès obtenu amène Jérôme Monod, devenu président de la Lyonnaise des Eaux, et François Valiron, devenu président de la Société d'ingénierie hydraulique, la SAFEJ, filiale de la Lyonnaise des Eaux, a recruté Jean-Louis Olivert comme directeur général de cet important bureau d'études. Il y reste 5 ans, et dans une nouvelle période de 5 ans, de 80 à 87, dans une conjoncture difficile, mais grâce à la précieuse expérience acquise à la SOR, Jean-Louis Olivert développe considérablement les activités de la SAFEJ en France, en Afrique et même en Asie du Sud-Est et en Amérique du Sud. Mais Jean-Louis Olivert n'a pas perdu pour autant son attachement au service public et n'a jamais voulu quitter le corps des ponts et chaussées, cher à son père, et à la fin de sa mise à disposition, il revient dans l'administration traditionnelle, au ministère de l'Environnement, à la direction de l'eau. De 87 à 91, c'est à nouveau pour lui une phase créative marquée par la préparation de la loi sur l'eau de 1992, qui sera votée à l'unanimité, la fusion du CEFIGRE à la Fondation de l'eau et de l'Association française pour l'étude de l'eau, pour constituer l'Office international de l'eau. Enfin, la coopération internationale, non seulement avec les pays du Sud, mais aussi avec ceux d'Europe centrale et orientale, dès la chute du mur de Berlin. 91-93, du fait de cette accumulation d'expériences multiples, complémentaires, Jean-Louis Olivert est ensuite mis à la disposition de la Banque mondiale, où il s'enduit de 91 à 93, pour y promouvoir la gestion des ressources et des usages de l'eau tous azimuts. À son retour, il réintègre le ministère de l'Équipement, d'abord à la direction des affaires économiques et internationales, piloté par Claude Martinan, puis au Conseil général des ponts et chaussées, où il est successivement chargé de missions d'inspection spécialisées dans le domaine de l'eau et de la navigation. D'abord pour le bassin Artois-Picardie, sa région natale, puis pour le bassin Seine-Normandie. Car à cette époque, Jean-Louis Olivert s'investit beaucoup dans le secteur de la navigation fluviale et maritime, dont il devient secrétaire de la section française et de l'association internationale. Au même moment est créée l'Académie de l'eau par le professeur Jean Dosset, dont je parlais au début de mon exposé. Et Jean Dosset prend comme secrétaire général François Valiron, que j'ai évoqué il y a quelques instants, qui pour la troisième fois fait appel à Jean-Louis Olivert pour devenir son adjoint et même à nouveau son successeur à partir de 2004. Monsieur le Président, tout à l'heure vous avez eu des difficultés à vous faire entendre, mais je vous assure que M. Valiron, qui était complètement sourd, était impossible à arrêter. Il avait cette force extraordinaire qui parlait, il ne voyait pas, et si on voulait lui faire, il faisait semblant de ne pas les voir, et il ne donnait personne. Moi, M. Rodrigue, je vous écouterai pendant des heures, parce que je trouve que vous avez des choses passionnantes à nous dire. Et au même moment, donc, cette Académie de l'eau qui est créée, qui est dirigée donc par Jean Dosset, qui est assisté de M. Valiron, de Jean-Louis Olivert comme adjoint. Progressivement, Jean-Louis Olivert succède à M. Valiron, qui nous a quittés en cours de mandat, et il accomplit ainsi, comme j'ai tenté de vous le rappeler, une carrière professionnelle riche, variée, originale, difficile à maîtriser, alternant le secteur public dominant et un secteur privé de temps en temps, au niveau national et au niveau international, en mobilisant les compétences pluridisciplinaires, scientifiques et humaines, que j'ai particulièrement appréciées, étant tout à fait peu expert dans d'autres domaines. L'eau, mesdames et messieurs, on le dit à chaque fois, mais je le répète, c'est la vie. L'eau, c'est la vie, et sans eau, c'est la mort. Pour
encore plus de vie dans notre académie, il est donc souhaitable que vous acceptiez d'élire, d'accueillir Jean-Louis Olivert. L'eau est la ressource la plus précieuse sur notre planète. L'eau pour laquelle les populations les plus déshéritées se battent, malheureusement. L'eau polluée qui tue, surtout dans le pauvre monde. L'eau qui manque et l'eau en trop qui noie, qui détruit, qui emporte des gens et des biens, comme dans certains endroits récemment. L'eau qui va nous créer beaucoup de problèmes au cours des années prochaines, plus de problèmes encore que maintenant. Et heureux, peut-on dire, sont les pays qui disposent d'eau, d'eau saine, d'eau douce, d'eau maîtrisée. Plus heureux ces pays que ceux qui disposent de l'or noir, polluant la terre et polluant les cœurs. Heureux les artisans de l'eau vivent cette académie de l'eau que vous avez sauvée à plusieurs reprises, et heureuse l'Académie des sciences d'outre-mer qui accueille ce savant prestigieux qu'est Jean-Louis Olivert. Merci. Merci, chers confrères.